Salut et bienvenue dans Avocat, l'émission qui vous conseille, l'émission où les avocats parlent de manière accessible. Enfin, nous comprenons ce que disent les avocats et ça, c'est la bonne nouvelle. Ils répondent à toutes vos questions que vous nous envoyez sur internet www.avocat.net, bien sûr, pour poser vos questions. N'hésitez pas, nous attendons toutes vos questions également pour revoir quand vous le souhaitez toutes les émissions, savoir également sur quelle chaîne, vous pouvez voir Avocat, bref, tout est expliqué sur le site. Rendez-vous immédiatement dessus si vous le souhaitez. On va vous présenter tout d'abord les avocats présents aujourd'hui en plateau avec Dominique Benatar, notre avocate au barreau de Paris, dans les Baux. Bonjour Dominique. Bonjour Yves. Bienvenue à vous. À vos côtés, Ernest Fez, notre avocat en droit du travail. Salut Ernest. Bonjour Yves. Et puis à côté de vous, Marie-Dominique Flouza-Auba, avocate au barreau de Paris en droit de la famille. Bonjour Yves. Bonjour, avec vous, on parlera tout à l'heure des enfants qui ne peuvent ou pas choisir la résidence où ils vont vivre, papa ou maman. Intéressant, ça sera en fin d'émission tout à l'heure. On commence par Dominique Benatar et une question sur les baux d'habitation en l'occurrence. Voici la question qui est adressée pour vous par un téléspectateur. Je suis propriétaire d'un appartement au centre de Nantes. Joli. Oui, vous connaissez bien Nantes, c'est bien? Un petit peu. Ah, connais, très bien. Alors, il a repris cet appartement pour l'habiter personnellement. L'appartement qui était loué depuis de nombreuses années est en très mauvais état. Est-ce que je peux le laisser inoccupé pour faire des travaux? Donc en fait, il a fait la reprise de l'appartement en disant je vais y habiter, mais il ne va pas y habiter tout de suite parce qu'il y a des travaux à faire. Alors il a un peu peur qu'on vienne peut-être lui dire vous n'y habitez pas vraiment. C'est ça, je crois, la question. Absolument. Oui, c'est une question extrêmement intéressante et qui a été tranchée donc c'est très récemment par la jurisprudence de la Cour de cassation parce qu'effectivement, vous avez la possibilité de délivrer congé quand vous êtes propriétaire en fin de bail, 6 mois avant l'expiration du bail, pour reprendre. Il y a plusieurs autres motifs, mais là, on va se contenter de celui-ci, pour reprendre, pour habiter à titre personnel. Habiter personnellement. Pour habiter personnellement. Le locataire ne peut pas s'opposer à cette demande et, normalement, il doit libérer l'appartement à la date du congé. Et par contre, la loi lui donne la possibilité d'être derrière votre porte et de surveiller et de vérifier si vous êtes... Donnez pas de mauvaise idée d'ailleurs. Ce soir, il y a plein de gens qui seront derrière les portes. N'ayez pas peur, c'est Dominique Benatar qui vous a dit d'aller écouter ce qui se passe. De vérifier si vous êtes bien dans les lieux et si vous avez bien pris possession de votre appartement. On rigole, mais c'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Parce que, effectivement, la non-occupation à la date de reprise lui permet au locataire de demander des dommages-intérêts. Donc la sanction, elle n'est pas lorsque le locataire est dans les lieux, mais elle est a posteriori, à part. Ah, à part. Et ça, c'est là, il est récent. Très embêté, très angoissé, notre téléspectateur. Là. Voilà, à part quand le propriétaire a des travaux importants à faire de réaménagement et de réhabilitation pour pouvoir rentrer dans les lieux. Et ça, c'est quelque chose d'assez récent, justement. La jurisprudence a déterminé, les tribunaux ont déterminé que c'était un motif valable et que grâce à ce motif et grâce à ces travaux, le propriétaire n'avait pas à payer de dommages-intérêts à son locataire et il avait le droit pendant le temps de ces travaux. Il ne faut bien sûr pas que ça s'éternise. Oui, ça dure 4 ans, c'est que vraiment là, il est en train de construire un immeuble. Mais ça peut durer entre 3 et 6 mois et à ce moment-là, si les travaux sont toujours en cours et si les travaux ont été mis en œuvre dès le départ du locataire. Ça, c'est important. Ah oui, faut pas qu'il y ait de temps de latence. Voilà, exactement, pas de temps de latence. Et à ce moment-là, effectivement, on considère que le motif dit d'occupation est justifié. D'accord, donc c'est très intéressant. Le principe qu'on retient, quand vous donnez congé pour reprise, comme on dit, il faut y habiter. Sinon, on peut vous demander des dommages d'intérêt. Après, il faut que le locataire se renseigne et sache que vous n'êtes pas dedans. Mais ça arrive, il y a des locataires qui l'ont mauvaise d'être partis, comme on dit, et qui veulent savoir. Mais s'il y a des travaux, ça vous couvre le temps des travaux. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'est très clair et c'est vrai que c'est toujours bon de savoir avant quelle est la loi et ce qu'on a le droit de faire plutôt que faire des bêtises et avoir des dommages-intérêts parce que ça peut revenir cher, effectivement. Merci beaucoup, Dominique Benatar. Il n'est pas en travaux, c'est Ernest Fez. Il est déjà, c'est bon, tout est prêt. Je suis prêt. Voilà, il est prêt. Au droit du travail, avec vous, Ernest. Voici la question qui vous a été adressée par mail, avocat.net, sur le site, bien sûr. Je viens d'être engagé. Et eux, donc c'est une auditrice qui nous regarde, donc téléspectatrice, pour parler bien français. Alors, elle est engagée comme serveuse dans un restaurant. Elle dit « Je reçois tous les jours le pourcentage service en espèces par l'un de mes collègues, sans même que mon patron s'en préoccupe. » Alors, on m'a expliqué que c'était de vieilles pratiques.
Est-ce légal? Les fameux pourboires, hein, a priori, des serveurs et serveuses, alors il y a beaucoup de légendes, on dit que ça leur fait pas doubler le salaire, mais ça dépend. Parfois, il y a des endroits, il paraît, où vraiment il y a des très gros pourboires, on peut presque doubler son salaire, dans certaines discothèques. Bon, alors là, est-ce que c'est légal déjà? C'est vraiment une question qui m'intéresse et qui m'interpelle, parce que pendant des années, j'ai été dans ce domaine particulier avec les syndicats de restaurateurs, et donc je connais parfaitement ce problème-là. Le problème qu'évoque cette téléspectatrice, c'est qu'il y a des usages qui sont extrêmement anciens sur la répartition du service. Là, on parle du pourcentage service réparti entre les ayants droit. C'est-à-dire que lorsque vous allez au restaurant... Oui, pour faire simple. Exactement. Quand vous allez au restaurant, vous avez 2 systèmes de rémunération. Vous allez avoir, quand vous allez prendre votre consommation, vous allez voir prix net. Quand vous avez cette formule prix net, la serveuse est payée au mois. Elle est mensualisée. Elle ne touchera pas un pourcentage service. La pièce que vous laissez lorsque vous quittez la table, elle se la répartit avec les autres collègues ou elle la prend elle-même, mais ça s'arrête là. C'est le pourboire, mais c'est autre chose. Exactement. Vous avez un deuxième système qui consiste, quand vous allez au restaurant, vous allez avoir 15% ou 13% sur le service. Et là, le montant de ce service est soit centralisé par l'employeur, c'est-à-dire que c'est l'employeur qui le prend et qui va le répartir suivant des barèmes déterminés entre les différentes catégories de personnel qui travaillent en contact avec la clientèle, c'est important, et qui sont au service de la clientèle, soit l'employeur, dans le cas qui nous préoccupe, ne veut pas s'en intéresser. Il laisse cette répartition se faire, ce que j'ai dit, entre l'ensemble des ayants droit, c'est-à-dire entre l'ensemble des personnes qui sont concernées par le service, entre le maître d'hôtel, le chef de rang, le commis, le barman, et ils se répartissent ces éléments-là. Et cette répartition se faisant hors de la présence de l'employeur n'en est pas responsable. Il appartient à l'ensemble des personnes concernées de se répartir cette somme-là, et effectivement, la somme est perçue en espèces. Alors ça va poser un petit peu peut-être un problème pour la salariée qui n'a pas cette habitude, en se disant comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je mets cet argent en banque? Est-ce que je le mets en... Est-ce que ça se déclare? A priori, oui, ça fait partie du revenu. Tout à fait. Le montant que la salariée perçoit doit être déclaré. Il faut qu'elle se renseigne au niveau des usages dans l'établissement pour savoir comment se fait cette répartition. Mais cette répartition est applicable depuis une fameuse loi qui s'appelle la loi Godard, depuis 1936, donc ça remonte à loin. Et ce sont ces dispositions qui font que l'ensemble des personnels qui sont rémunérés sur le pourcentage service se répartissent ce montant du service entre elles. Même ils se débrouillent, ils gèrent en fait la répartition par rapport à tout ce qui a été encaissé par les clients finalement. Exactement, sur le pourcentage de 15% ou 13%, et ils font cette répartition. Donc c'est légal? C'est tout à fait légal. C'est de moins en moins pratiqué, parce que de plus en plus, les grandes chaînes ont tendance à utiliser la rémunération mensuelle et non plus du tout cette rémunération au pourcentage service. L'avantage de cette rémunération, c'est qu'elle est progressive en fonction du chiffre d'affaires. Elle permet d'avoir une fluctuation au niveau de l'entreprise. Et pour les salariés, comme vous parlez exactement tout à l'heure, vous avez certains salariés qui, dans les discothèques ou dans certaines activités, ont des pourcentages services particulièrement importants. Mais ça compense également un travail important. Merci beaucoup mon cher Ernest. À vos côtés, Marie-Dominique qui prend soin des bouteilles de champagne dans les discothèques, donc elle verse des pourboires à n'en plus finir. Hein. Vraiment, c'est magnifique. Marie-Dominique Fouzaoba, notre avocate au barreau de Paris en droit de la famille, avec une question pour vous, question intéressante que l'on ne se pose pas forcément, mais c'est vrai que le cas doit se présenter quand on a des enfants qui a une séparation. Voici la question. Mon fils de 13 ans peut-il choisir chez quels parents il va vivre si nous nous séparons? Un peu tracasser les parents qui nous regardent là et qui se disent est-ce qu'on peut demander à notre enfant finalement, quel que soit son âge pratiquement, est-ce que c'est lui qui va décider ou est-ce qu'il n'a pas son mot à dire en gros? Alors, c'est souvent une question qui est posée, c'est effectivement de dire mon fils veut ou ma fille veut, etc. Et le seul critère qui intéresse le magistrat en cas de désaccord, c'est l'intérêt de l'enfant. Et ça n'est pas l'enfant qui choisit. Et d'ailleurs, moi, ce que je dis aux parents, c'est que ce serait donner un rôle de toute puissance à l'enfant qui puisse dire « Ah ben non, moi je vais chez toi ou je vais chez mon père et je fais ci et je fais ça. » Non, c'est les parents qui choisissent. S'ils sont en désaccord, c'est le magistrat qui va faire ce choix. Alors, pour éclairer ce choix, l'enfant peut être entendu
Et l'enfant qui écrit au magistrat, alors il ne faut quand même pas se leurrer, l'enfant qui écrit au magistrat, c'est qu'il est quand même un peu aiguillonné la par... dictée parfois du... alors, peut-être pas la dictée, mais en tout cas, on lui donne quand même le mode d'emploi. Le courrier, c'est pas comme pour le Père Noël, on ne va pas l'envoyer n'importe où. Donc, il faut quand même... mais on écrit à un juge quand même. Voilà, il faut écrire au juge. Mais moi, quand les clients le souhaitent, je leur dis d'abord que la lettre paraisse naturelle, parce qu'il y a des lettres, parfois, quand je les lis, je dis c'est pas possible, c'est pas l'enfant qui l'a écrit. Bon. Nonobstant oui, c'est ça, sans aucune faute d'orthographe. Mon gosse, il a 7 ans, par contre, il écrit très très bien. Voilà. Oui, c'est ça, oui. Bon. Mais il faut quand même que le courrier ait l'air naturel, mais à ce moment-là, le magistrat a l'obligation d'entendre l'enfant si, le terme juridique, c'est s'il est doué de discernement. Il n'y a pas un âge. Donc c'est quoi, 10, 11 ans, 12 ans Même peut-être moins. L'enfant peut être entendu, ça peut dépendre du magistrat, qui ne l'entendra pas forcément personnellement, qui peut le faire entendre par déléguer ce pouvoir, mais après, c'est le magistrat qui sera éclairé par cette audition, et les avocats ont accès à l'audition de l'enfant. Je dis aussi une chose aux parents qui le souhaitent, c'est que, attention, leur enfant ne leur dit pas forcément exactement la même chose que ce qu'il va dire devant le juge ou devant la personne qui va être entendue. J'en ai eu l'expérience une fois avec un enfant de 16 ans qui a dit le contraire de ce que sa mère pensait. Donc, c'est à manier avec prudence et il faut retenir que c'est soit les parents, soit le magistrat qui décide, et toujours en fonction de l'intérêt de l'enfant. Ce n'est pas l'enfant qui dit « moi, je veux ça ». Simplement, il est effectivement c'est un logique. avis pour le juge. Voilà, c'est un élément de réflexion, mais c'est pas... C'est un élément de réflexion, c'est un peu comme un rapport d'expertise. Bon, effectivement, c'est un élément pour le juge. Et puis, plus l'enfant est proche de la majorité, plus son avis va être pris en compte. Parce que imposer à un enfant de 16 ou 17 ans d'aller vivre avec un parent avec qui il ne veut absolument pas vivre, on sait qu'à notre époque, pas, de toute façon. ce ne sera pas possible. Donc il faut aussi composer. D'accord. En tout cas, c'est très intéressant. C'est vrai qu'il faut différencier par rapport à l'âge de l'enfant. Juste pour ceux qui nous regardent, parce qu'on nous pose souvent la question dans les cabinets, à partir de quel âge on peut faire écouter l'enfant par le juge, auditionner? Je pense qu'en deçà de 8-9 ans, c'est quand même rarissime d'avoir une audition. Hein. Même si on dit, oui, mais mon fils ou ma fille a 7 ans, 8 ans, mais elle veut dire des choses. Alors, ce n'est pas non plus forcément très bon d'impliquer les enfants trop jeunes, parce qu'on les fait choisir entre papa et maman. Alors, on ne les fait pas choisir parce qu'en principe, la question ça ne doit pas être posée comme ça. C'est-à-dire, en principe. Après, je ne sais pas comment réellement c'est fait, puisqu'on a juste le PV d'audition. Oui, c'est ça. Mais le magistrat ou le psychologue ne doit pas y aller franco là, en disant « tu veux aller vivre chez qui ?» C'est fait parler l'enfant, et à partir de cette audition, c'est comment ça se passe quand tu es chez ton père, comment ça se passe quand tu es avec ta mère. C'est pas chez qui veux-tu habiter. Voilà. Mais bon. Peut-être que quelquefois, ça se passe comme ça. Ça peut parfois. Alors, merci beaucoup, ma chère Marie-Dominique Flouza-Auba, avocate au barreau de Paris en droit de la famille. Merci beaucoup, Ernest Fez, avocat au barreau de Paris également en droit du travail. Et puis, Dominique Benatar, avocate également au barreau de Paris. On a que des Parisiens aujourd'hui. Hein. Il faut un peu de provinciaux, peut-être. Avocate, notamment dans les baux. Voilà, hein, tout ce qui est bail et beau. Merci beaucoup à vous trois. Rendez-vous très, très bientôt pour d'autres émissions d'avocats. Rendez-vous également sur notre site www.avocat.net. On attend vos questions et vous pouvez nous revoir quand vous le souhaitez sur Internet. Et puis bien sûr également sur vos chaînes préférées. À très bientôt, salut.